Notre prochaine présentation aborde elle aussi les petites différences qui font des grands changements. Laura Lardinois, elle est étudiante au doctorat en biologie à l'Université McGill et passionnée par la communication scientifique et l'interface science-art. Aujourd'hui, elle nous parle de la diversité du microbiome et de son atout comme dans le changement climatique. Donc, bonne présentation. Allô tout le monde, et merci à Marie d'avoir déjà un peu lancé la chose dans la bonne direction. Donc, ce soir, je vous invite à me suivre dans une plongée vers le microbiome marin. Mais d'abord, je veux que vous pensiez à quelque chose de très petit. Et puis que vous vous tourniez vers votre voisin et vous voyez qui gagne la bataille du plus petit. Alors, je vous donne quelques instants. Ok, est-ce que je peux avoir quelques exemples de quel était votre tout petit? Levez la main. Oh, que j'arrive à voir. Okay. Plancton, ok, super, oui. Autre exemple. Vas-y. Un ver de terre, ok, parfait. Ben, de mon côté, moi, l'autre jour, j'ai renversé une tasse de riz. Donc pour moi, mon tout petit, c'est un ver de riz, c'est un grain de riz. Pour être plus précis, s'il y a des cuisiniers dans la salle, du riz arborio, donc c'est un riz à grains courts, et ce petit grain mesure environ 6 mm de long. Par comparaison, Epulopicium, qui est une des plus grosses bactéries qu'on ait trouvées jusqu'à présent, mesure seulement 600 micromètres, c'est-à-dire moins d'1 millimètre de long. On le trouve dans les intestins des poissons chirurgiens, donc comme celui-ci. Et ça voudrait dire qu'on pourrait mettre 10 Epulopicium qui font du surf sur un seul grain de riz. Et là, on parle d'un seul microbe, un des plus gros. Alors, à quoi ça ressemble un petit microbe? Ici, nous avons Actinomarina minuta, une petite bactérie qui, déjà, elle est tellement petite qu'on n'a pas encore réussi à la prendre en photo. Donc là, je l'ai dessinée, c'est un petit point noir. Elle est 2500 fois plus petite qu'Epulopicium. Donc, pour elle, un grain de riz, c'est absolument énorme. On pourrait mettre plus d'A minuta sur un seul grain de riz qu'on sait mettre de fans de hockey dans le Centre Bell. Et si quelqu'un est curieux, je suis allée voir, on sait mettre 21 273 personnes dans le Centre Bell. Donc, c'est quand même beaucoup. Et là, on parle seulement d'un grain de riz. Donc, imaginez-vous combien de microbes pourraient se mettre sur la peau ou à l'intérieur d'un animal. C'est justement à cela que je m'intéresse et j'étudie ça chez les poissons, spécifiquement les poissons des récifs coralliens. Et non, ce n'est pas simplement une excuse pour échapper à l'hiver à Montréal pour aller au Panama. Donc là, je vais dans les tropiques et je travaille à l'Institut Smithsonian des recherches tropicales. Il y a des partants, des volontaires pour nous aider avec la prochaine expédition. Vous êtes toujours partants si je vous dis qu'on passe la plupart de notre temps penché sur un bateau avec la mer houleuse à essayer de collecter de la mucus, donc la bave sur les poissons et le contenu des estomacs. Donc, mais il y a une raison pour laquelle je m'y intéresse. Donc, ces communautés microbiennes peuvent être très intéressantes pour la santé des animaux avec lesquels ils sont associés. Donc, quand je parle de ces animaux, on parle de l'hôte. Donc, si je dis l'hôte, je parle du poisson. Donc, ils peuvent aider avec l'approvisionnement en nutriments. Donc, les bactéries, par exemple, sont nettement meilleures que nous pour trouver des sources d'aliments. Donc, nous, il y a des choses qu'on ne digère pas et qu'elles arrivent à digérer. Et du coup, elles nous aident à avoir les nutriments qui sont difficiles à accéder. Il y a aussi le fait que, bien qu'on ait un peu peur justement des bactéries qui nous rendent malades ou d'autres choses qu'on appelle des pathogènes, ils peuvent aussi
nous aider à éviter la maladie. Donc, d'avoir une communauté saine qui est en équilibre avec nous permet justement d'éviter que d'autres bactéries ou d'autres microbes qui pourraient nous rendre malades s'établissent. Mais c'est toute une question d'équilibre. Donc, chez les microbes, il n'y a rien qui est bon ni mauvais. C'est plutôt une question de est-ce qu'ils sont là dans une quantité qu'on veut. Donc, par exemple, c'est un peu comme les mauvaises herbes. Si on leur donne la place pour grandir, ils vont continuer à grandir et ce n'est pas nécessairement bon. Et ce qui peut causer ces déséquilibres, ça peut être par exemple du stress, un traitement antibiotique ou des changements climatiques. Donc, c'est justement là, on est dans un autre endroit qui change assez fort avec le changement climatique et on s'intéresse à savoir comment ces relations entre hôtes et microbiomes sont en train de changer et ont changé en regardant vers le passé. Donc là, j'aimerais bien vous présenter deux des espèces avec lesquelles je travaille. Ce sont Aboudefdouf saxatilis et Aboudefdouf trocheliae, ou des poissons demoiselles. On les connaît aussi comme sargent majeur. Et je vous jure, ce n'est pas la même photo. On les trouve en fait dans deux océans différents. Donc, très très créatif, on a le sargent majeur des Caraïbes et le sargent majeur du Pacifique. Mais il y a une raison pour laquelle ils sont tellement similaires. C'est que ce sont en fait les grands parents qui se trouvaient dans un seul océan et ces populations, donc merci Marie, ces populations de poissons ont été séparées il y a environ 3 millions d'années lorsque l'isthme du Panama, donc ce bout de terre, est sorti de l'océan. Et donc pour les animaux terrestres, ça faisait un beau pont terrestre, mais pour les animaux marins, ça les séparait en deux populations qui, avec le temps, sont devenues des espèces sœurs. Ce qui est intéressant, j'étais pas très bonne en identification de poissons, et ça aide d'apprendre d'un côté, tu trouves l'autre. Mais ça veut aussi dire que génétiquement, elles sont similaires, mais elles se sont adaptées à des conditions très différentes. Donc, côté Caraïbes, ce sont des températures plus chaudes, plus stables au long de l'année, et c'est pauvre en nutriments. Donc, les Caraïbes, c'est du côté les photos là, de calendrier, les beaux récifs coralliens, c'est ça. Côté Pacifique, c'est plus frais. Bon, plus frais, ça fait quand même style 29 degrés toute l'année. Hein. À part, il y a des fluctuations saisonnières. Et ça apporte aussi des nutriments. Donc, ce sont des récifs beaucoup moins variés au niveau des coraux, mais il y a plein de poissons. Donc, moi, je m'intéresse à savoir comment ces changements dans le passé ont changé ces relations hôtes-microbiomes pour comprendre justement cette évolution de ce partenariat entre des environnements différents et mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. D'un côté, on pourrait croire que si l'environnement, donc l'alentour, est le plus important, on aurait les microbiomes, peu importe l'espèce de poisson, qui seraient plus similaires si on regarde par exemple ici côté Pacifique. D'un autre côté, on pourrait s'attendre à ce que si l'hôte, donc l'espèce de poisson et sa génétique est le plus important pour le microbiome, que tu aies justement une similarité dans ces communautés associées, donc tous les microbes, entre les espèces sœurs. Alors, je veux qu'on ait un vote. Qui pense que c'est plutôt du côté environnement ? Environnement, ok. Plutôt côté de l'hôte. Il y a des indécis là, ok. Donc, nous, on a regardé ça dans 7 paires d'espèces sœurs. Donc, des herbivores, donc, qui mangent plutôt des algues, des invertivores, donc, qui mangent plutôt crabes, crustacés, coraux aussi, et puis aussi omnivores et carnivores. On s'intéresse justement à ce qu'ils mangent parce que ça pourrait changer l'impact. Et on a regardé 2 différents sites dans les 2 océans. Et pour ceux qui étaient indécis, il y a une raison, vous avez raison, que d'un côté, on a vu que pour la peau, donc je n'ai pas dit, on a regardé et le microbiome de la peau, donc ce qu'il y a associé au-dessus, et aussi à l'intérieur, donc dans l'intestin. Donc ces communautés à la surface sont beaucoup plus influencées par l'environnement extérieur. Donc on voit un regroupement par océan.
mais c'est aussi très variable. Donc, entre individus, dans une même espèce, ça peut changer. Tandis que, pour les intestins, là, on voit des groupes par espèce sœur. Donc, même si ça fait plus de 3 millions d'années qu'ils sont séparés, on a quand même des communautés similaires. Et ça pourrait avoir une importance assez significative sur justement le futur de ces récifs et de ces populations, puisqu'on dirait qu'être associé avec un autre donne un certain degré de stabilité. Donc, je n'ai pas mentionné, mais on regarde aussi les communautés dans l'eau, et ça change beaucoup plus. Donc, on croit que ça donne un peu... ça sert un peu de stabiliser cette communauté, mais il reste à voir si les changements qu'on voit ou le manque de changement peut aider ou être un détriment pour justement la santé de l'hôte et de l'écosystème. Et donc, pour ça, il fallait une grosse équipe. Donc, merci à toute l'équipe de poissons qui a aidé au Panama, ainsi que les capitaines de bateaux, parce que sinon, on n'était nulle part. Et je répondrai bien à vos questions. Merci. Merci Laura pour ta présentation. Donc, on va prendre les questions. Je vais encore passer le micro à Alexis. Vous pouvez lever votre main. C'est vraiment pratique d'avoir des longs bras. Est-ce qu'on a une personne qui se lance? Oh, yes. Bonjour. J'aimerais savoir comment on a réussi à déterminer la cause de la séparation des poissons. Comment on a su que c'était l'émergence d'un morceau de terre, etc. Oui, donc c'est une super question. Donc, merci. Justement, il y a des débats au niveau de quel est l'âge de séparation de choses. Justement, c'est une question, souvent on regarde au niveau génétique. Donc, on sait mesurer sur base des différences qui s'accumulent avec le temps combien de changements et justement de croisements il y a eu entre individus. Et donc, on peut avoir estimé une question au niveau justement de ces poissons ou d'autres animaux. C'est assez intéressant, il y a des études où ils ont vu que selon la profondeur à laquelle vivent des espèces, donc si c'est quelque chose de grande profondeur par rapport à vraiment au niveau, même pas 1 mètre de profondeur, si tu imagines que la Terre remonte petit à petit et donc ça devient entrecoupé par presque des petites rivières, ceux qui se trouvaient en profondeur se sont séparés plus tôt. Et puis, au niveau géologique, on sait mesurer justement qu'est-ce qui était sous l'eau ou pas. Et donc ça, entre les deux mesures au niveau justement biologique, donc des animaux et de la Terre, on sait voir une concordance. Et c'est comme ça que ça se mesure, oui. Plus ou moins quelques milliers d'années, souvent. Oh, on a une question. Merci Alexis. De où vient le microbiome des poissons? Et est-ce que ça change s'ils sont nés par césarienne ou non? Non, c'est une bonne question. Aussi une seconde question, pardon. Et le canal de Panama, est-ce que ça change? Est-ce que vous pouvez savoir si c'est... Comment faire la distinction? Merci beaucoup. Oui, donc c'est une super question. Donc pour les poissons, en fait, c'est encore un milieu d'études émergent parce que en fait, c'est pas comme nous. Donc les poissons, les œufs, l'intérieur de l'œuf, c'est stérile. Il n'y a pas de microbes à l'intérieur. Donc il n'y a pas de transmission directe du parent, à part dans certaines espèces, par exemple, il y en a qui gardent le nid. Donc en fait, l'espèce que je vous ai montrée, Abu Defdouf, le père se met au-dessus des œufs. Donc il y a une possibilité de transfert après que les œufs soient pondus. Mais on pense que la plupart, ça vient de l'eau ou aussi du sédiment, donc ce qu'il y a au sol. Et il y a aussi la possibilité de transfert entre individus. Donc on peut se dire que s'ils sont dans un gros groupe, il y aurait justement des contacts physiques qui pourraient le faire. Et même chose, quand on mange, il y a la possibilité d'intégrer ce qui a été mangé. Mais justement, il y a cette question de qu'est-ce qui est vraiment
associé de façon plutôt permanente et qu'est-ce qui est juste de passage. Et désolée, j'ai loupé la deuxième question. Oui, le canal du Panama. Officiellement, ils disent ça passe de l'eau de mer à de l'eau douce, du coup, il n'y a rien qui passe. Réellement, il y a des choses qui passent. S'il y a quelque chose qui va passer, ça va être les microbes, parce que tu as des halophiles, ceux qui aiment bien les trucs salés, tu as ceux qui tolèrent toutes les conditions. Donc c'est probable qu'il y a des changements. Je sais qu'il y a des gens qui sont justement en train d'utiliser l'ADN environnemental pour regarder au niveau des plus grandes espèces, surtout qu'ils ont changé et augmenté le débit avec des nouveaux passages. Donc c'est probable qu'il y a un certain niveau d'interchange. On espère juste que ça ne changera pas complètement les dynamiques. Bon. Donc oui, j'avais une question. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de différencier qu'est-ce qui vient des différences comme interespèces ou entre les épaisseurs, puis qu'est-ce qui vient de l'environnement au niveau des changements du microbiome? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, non, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on essaye de voir. Par exemple, ce qu'on sait voir, c'est s'il y a des choses qui changent. Donc, voir est-ce que ce sont les mêmes microbes qui sont présents ou les mêmes qui sont distincts au niveau de l'eau par rapport au niveau de la peau. Est-ce qu'on voit entre les deux océans, est-ce que c'est réellement le même qui est en train de changer les choses? Donc, et à ce niveau-là, honnêtement, il n'y a pas tellement de recouvrement. Donc, par exemple, ça j'ai regardé plutôt en détail, je ne parle pas de ça, mais je regarde au niveau de différences saisonnières, au niveau du côté Pacifique. Et là, visiblement, l'eau change beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes qui sont en train de changer chez les poissons. Donc il y a quelque chose d'indépendant, mais il y a beaucoup qu'on ne comprend toujours pas. Donc c'est ça, il y a beaucoup, c'est le black box, gros mystère, ça change. Et puis à voir, bon, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est normal? Donc là, on essaie d'établir une ligne de base pour ensuite pouvoir mesurer quand les choses changent. Oui, parce que j'imagine avec les changements climatiques, ça doit avoir un impact, ça aussi. Là, tu parlais de température. Oui, ça va changer. Et donc là, on est vraiment au stade, c'est en développement. Donc c'est vraiment d'essayer d'avoir une idée à quoi ça ressemble maintenant. Parce que les choses qu'on savait voir il y a 100 ans, on avait déjà commencé à mesurer et on n'a pas encore terminé. Donc là, c'est lancer la chose maintenant et essayer par après de mesurer année par année comment ça change. Super. Merci beaucoup pour ta présentation. On lui donne une bonne main d'applaudissements.